صباح الخير. صباح صباح النور النور. دكتور حورية. الحمد لله على السلامة. سلامة. يسلمكم. نحن معذبينك عم دكتور نعذبك حورية، معنا. بعدك واصلة من السفر دغري على المحاضرة. مناضلة مثل العادة ونحن فخورين فيك وميرسي كتير على المشاركة معنا. دايما بنتشرف بوجودك معنا دكتورة وبمداخلاتك. غنية عن التعريف دكتور حورية، محللة نفسية مغربية فرنسية، أستاذة محاضرة بجامعة السوربون بباريس. واليوم المداخلة كتير حلوة رح تكون بعنوان Les enfants soldats. طبيعة الحال رح بتكون باللغة الفرنسية. أوكي دكتور حورية بتعرف كتير منيح عربي، ولكن رح بتكون المحاضرة باللغة الفرنسية. دكتور حورية بس تكوني حضرتك جاهزة نحن جاهزين. أولا أشكركم علي وهبة، يعني أشكركم كالمرة السابقة على نضالكم وشجاعتكم، وكل مرة يعني أشعر بالفرح والفخر لأني معكم. وفعلا ستكون المداخلة بالفرنسية، وإذا يعني كان وأعتذر مسبقا لأن فعلا تعبانة وما نايمة. وبونجور ميراي mon étudiante. Et donc, je vais bien sûr parler de Ashbal Daesh ou bien les enfants soldats. Et j'ai donné en fait comme titre « Et si c'est un enfant ?» Donc, je disais, si ma voix est fatiguée, donc vous m'excuserez d'avance. Et voilà. Et si c'est un enfant? J'ai envoyé à Hiba et Ali la couverture de mon prochain livre, de mon livre qui va sortir au mois de septembre. Et donc, je parle beaucoup de Ashbal Daesh. Là, c'est un résumé d'un long chapitre qui figure dans le livre. ونحن بعتذر قطشتك دكتور حورية، ونحن الأيام الجاية رح نكون عم نسعى ننشر هيدا الكتاب أكيد لأنه كتير مهم. تفضلي دكتور. Le reportage de Arte sur les nommés Ashbal Daesh glace le sang. Ashbal est le pluriel de Shibl, le lionceau qui deviendra un jour le félin majestueux et seigneur de la jungle. Seulement les Ashbal ici sont des enfants enlevés par les soldats de Daesh en Syrie pour être endoctrinés. Ceux qui ont pu fuir et qui ont survécu témoignent aujourd'hui des crimes perpétrés et des exécutions des innocents sur l'ordre de Daesh alors qu'ils étaient encore enfants ou à peine adolescents. Les deux frères Youssef, 9 ans, et Moussa, 12 ans, racontent la cruauté commise par ces enfants qui furent d'abord arrachés à leur environnement familial, social et scolaire. Au début, disent-ils, ils nous offraient plein de cadeaux. Ils nous emmenaient où on voulait, on les aimait bien. Son frère raconte, le frère de Youssef, Moussa raconte, il les emmenait à la mosquée. Après la prière, il fermait la porte, leur donnait des fusils et leur apprenait à s'en servir. Il nous encourageait et il flattait les petits qui les aimaient bien. Il les conduisait ensuite vers un camp de tir et leur apprenait à tirer sur des cibles préparées. C'est ainsi qu'ils faisaient leur sélection. يا جماعة، يعني أنا أسفة أوقف المحاضرة هون، فقط أطلب يعني منكم تعملوا بعض الصور، يعني حتى ما أتكلم مع الكمبيوتر ولكن مع أشخاص، من فضلكم. اللي بيقدر يفتح كاميرا يفتح كاميرا. الذي يستطيع، يعني أكون ممنونة، لأن التكلم مع ناس يعني مع الإنسان مش هو يعني فقط الآلة. أهلا. Donc, lorsque l'État islamique s'est emparé des villes et des villages, les mères, bien sûr, étaient interdites de sortie. Et comme les mères étaient cloîtrées chez elles et les pères loin de leurs enfants, comme les écoles étaient fermées, les enfants ne savaient plus comment s'occuper et jouaient alors la plupart du temps dans la rue. Aussi, devenaient-ils des proies faciles pour les recruteurs d'enfants.
Les pères étaient fouettés lorsqu'ils allaient aux écoles, devenues écoles islamiques, réclamer leurs enfants. Un enfant raconte: mon père est venu me chercher, il a été battu, alors il n'est plus revenu. Il raconte également que les enfants pleuraient car ils étaient empêchés de rentrer chez eux. Le petit Youssef, âgé de 6 ans lorsqu'il a été enlevé, racontait que son jeu préféré était de courir avec le fusil et jouer comme les héros des westerns dans des films vus à la télévision. Les enfants furent transférés à Tapra, où séjournaient 150 enfants entre 6 et 12 ans. Youssef y était resté plusieurs mois. J'ai prêté allégeance, dit-il. Ils nous ont montré comment nager, comment tirer et comment se faire exploser. J'ai commencé à pleurer et j'ai voulu rentrer chez moi. Donc les enfants qui ont réussi à se sauver et les rescapés racontent l'endoctrinement quotidien, les images d'horreur qui défilaient du matin au soir et l'enseignement de la haine dans des villes fermées au monde. L'État islamique avait sa propre radio et son propre programme scolaire. Les langues étrangères étaient bannies, de même que les sciences. Seule la charia était enseignée et avait droit de citer. Daesh formait des enfants qui devenaient des assassins. Pour ce faire, les soldats installaient des écrans partout, racontent les rescapés, et diffusaient slogans et images pornographiques. Religion et sexe, religion et drogue. Les kidnappings se multipliaient et les enfants arrivaient de plus en plus nombreux. À Deir ez-Zor, les télévisions étaient abolies et la vie coupée du monde. Pour apprendre le calcul aux petits-enfants, on se servait des images des balles et des bombes. Les scènes des tueries sont devenues banales. Nous restons saisis par l'image de ce petit garçon de 4 ans qui a tiré sur un homme âgé d'une trentaine d'années en criant Allah Akbar. Un jeune adolescent qui a rejoint l'État islamique à l'âge de 13 ans avait une très belle voix. Il chanta devant al-Baghdadi: l'épée va décapiter. Ce dernier, donc al-Baghdadi, lui offrit un pistolet et 2 grenades. Un autre enfant raconte comment il mettait le petit frère dans la poussette et répétait les paroles de Daesh: au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, celui-ci a fait des péchés et va être décapité. L'enfant fit semblant de tuer son petit frère avec un couteau devant le regard du petit dernier qui commençait à peine à marcher. Suivent d'autres témoignages. Mon cœur s'est endurci. Je n'éprouvais plus de pitié pour personne, même pas vis-à-vis de mes parents ou de ma sœur. On voyait des gens se faire égorger, on s'en foutait. Le cœur est mort, disait Ahmed ou Ahmad, dont l'enseignement de Daesh était fatal. Si tu vois ton père commettre une erreur, tu peux l'emmener ou l'emprisonner, même si c'est ton père. Ahmad poursuit: une fois j'ai emprisonné mon frère, j'étais conscient de ce que je faisais, je ne ressentais aucune peine envers lui, je l'ai frappé et torturé. C'est normal pour moi. Il s'agissait donc de vider l'objet libidinal, ici le frère, de son affiliation et de sa coloration qualitative. C'est normal signifie que l'objet perd ses qualités libidinales et affectives pour le sujet. C'est ainsi que les enfants ne ressentaient plus rien. S'étant habitués, ils n'ont peur de rien, disait un ex-professeur de l'État islamique. Dont tu seras brisé de l'intérieur, Sironi écrit: on ne peut torturer que si celui que l'on torture est pensé comme non humain, comme radicalement autre. Alors l'autre n'est plus conçu comme un semblable. On parle ici de la désobjectalisation et de la désubjectivation comme figure du mal. Donc le lionceau de Daesh dira, à l'instar de Heinrich Maria, remarque: nous sommes d'une indifférence terrible. Et il dit aussi: et même si on le rendait, ce paysage de notre jeunesse, nous ne saurions en faire grand-chose. Les forces délicates et secrètes qu'il suscite en nous ne peuvent plus renaître. Donc, lionceau, shibl. Le terme exalte le narcissisme de l'enfant.
qui n'a pas la capacité mentale ni psychique de réaliser ce qu'est un crime. Youssef raconte une décapitation à laquelle il a assisté 10 ans. Il mime le corps du décapité dans des soubresauts avant de s'éteindre définitivement. Nous réalisons en le regardant mimer ce corps du décapité qu'il n'a pas inventé, qu'il a réellement vu, ce qui dépasse les capacités humaines de tolérance. Un homme commente: cet enfant, si je le croise, je le tue, et je tue également ses parents, car à 14 ans, il sera le maître et entraînera d'autres enfants avec lui. À 16 ans, il a déjà un passé de tueur derrière lui. Il vient de Raqqa, de Syrie, où existent des camps d'entraînement pour mineurs. Il appartient, comme d'autres enfants, au groupe des nettoyeurs. L'adolescent explique lui-même la signification insensée du mot nettoyeur. Nettoyeur désigne les adolescents qui finissent le travail, c'est-à-dire qu'ils égorgent et mettent le feu. Ou bien ce sont des agents de renseignement ayant des missions secrètes. Ils sont cagoulés de façon permanente, même avec les proches et les amis. Ils s'appellent tous Abouchlash, donc nom et visage sont confisqués. Ils perdent ainsi leur identité, ils égorgent ou dénoncent des gens. Beaucoup ont perdu la vie suite à ces dénonciations. Un type de mon village a été décapité à cause de moi. D'autres personnes ont été amputées à cause de moi, raconte le jeune adolescent de 16 ans. Un petit rescapé de Daesh arrive en Turquie. Il aime dessiner. On le voit dessiner. Il a une attirance pour le rouge. Disant: je veux que la Syrie redevienne comme avant, il trace sur le papier le mot Allah. En parlant des exécutions, sa main dessine le mot, mais le ha de Allah ressemble véritablement à la corde du pendu. Youssef raconte la décapitation par sabre. Son frère mime une autre décapitation avec un couteau, refait le geste qui consiste à trancher la tête, mime le soubresaut du décapité en disant: j'ai tout vu. Disant j'ai tout vu, est-ce qu'il ne répétait pas hallucinatoirement dans sa parole un mouvement d'apaisement de la tension et répétait en même temps ce qu'il ne pouvait que mimer sans parvenir à intégrer. Disant qu'il ne peut plus s'alimenter, l'enfant témoigne également de la déréliction, du vécu agonistique, de la déchirure subjective et de l'extrême culpabilité. On doit s'arrêter un moment sur une notion très importante en psychanalyse: la cruauté. Ici, l'enfant non seulement se trouve propulsé dans un monde où le crime sévit, le sang coule et les individus explosent, mais est transformé en une machine de guerre. La cruauté de l'enfant prégénital, qui ne vise pas la douleur d'autrui, porte désormais l'empreinte d'une cruauté exercée à l'encontre d'autrui. Dans son travail sur la cruauté, Dominique Cuppa, relisant les textes de Freud, de Mélanie Klein et de Winnicott, rappelle qu'il y a une cruauté à l'aube de la vie psychique. Les soins maternels à travers le holding et le handling sont une donnée essentielle et nécessaire au développement affectif et libidinal. Et l'agressivité appartient au processus de maturation de l'enfant. Il existe par conséquent une violence primordiale, nécessaire, et une continuité psychique entre l'agressivité et la sexualité psychique. La seconde, c'est-à-dire la sexualité psychique, étant un stade d'organisation de la première. C'est pendant cette période que l'enfant montre une cruauté caractérisée par des attaques imaginaires du corps de la mère. Le bébé ne se rend pas compte qu'il attaque ce qu'il aime, et sa cruauté appartient à un registre qui est en deçà de la culpabilité. L'objet résiste et survit aux attaques et aux pulsions cruelles, dit Winnicott. Et cette survivance de l'objet est stable et permanent malgré les attaques, donc cette survivance de l'objet est rassurante car elle place l'objet en dehors de l'omnipotence infantile. Winnicott écrit que l'agressivité liée à la libido
est originaire et appartient à la charge pulsionnelle du ça. Aussi la cruauté revêt-elle une valeur conservatrice et révèle l'intrication des pulsions de vie avec les pulsions de mort. La tendresse maternelle et un environnement suffisamment bon travaillent justement à l'intrication de ces deux pulsions. Alors, si la représentation du meurtre chez l'enfant existe dès le début de la vie psychique, on sait que l'enfant souhaite éliminer celui qui le gêne, le petit frère, la petite sœur, ou bien aussi le père ou la mère. C'est dans la configuration oedipienne que l'enfant forge des scénarios meurtriers. Toutefois, la cruauté de l'enfant, en fait, n'est pas le sadisme, et ses pulsions sont amenées à connaître le refoulement. Le surmoi, comme l'héritier du complexe d'Oedipe, énoncera « tu ne tueras point ». Rappelons également que lorsqu'on parle du sadisme de l'enfant, il s'agit en fait d'une cruauté qui ne se satisfait pas de la douleur d'autrui. Évoquant la pulsion de cruauté qui fait partie des pulsions partielles, Freud explique que l'enfant n'est pas arrêté par la douleur, car la compassion et la barrière de pitié ne font leur apparition que beaucoup plus tard. L'enfant donc n'est pas en mesure d'évacuer, de juger des effets de ses désirs sur autrui. Par conséquent, cette cruauté infantile n'est pas à confondre avec le sadisme de l'adulte, qui vise la jouissance via la douleur infligée à l'autre. Mais ici, les conditions de vie engendrées par la guerre, l'endoctrinement et les violences perpétrées par Daesh détruisent les capacités de rêverie, de fantasmatisation et de criminalité originaire et fantasmatique. L'agressivité autoconservatrice qui débouchera sur les voies oedipiennes ont une valeur organisatrice et structurante. Cette violence fondamentale, qui n'a pas encore une vectorisation objectale, se trouve ici compromise, et c'est le problème. Alors, nous ne pouvons pas ne pas nous poser ces questions. Quel devenir pour cet enfant arraché à l'enfance par des excitations trop violentes qui lui sont imposées de l'extérieur? Comment lier psychiquement une excitation qui dépasse les capacités représentatives, car trop violente et par définition effractive? Comment survivre psychiquement lorsqu'on a ôté la vie à son semblable? Qu'advient-il des capacités de symbolisation, de représentance et de subjectivation chez des adolescents et chez des enfants propulsés du jeu à la réalisation des actes insensés de cruauté? Quel est l'impact de l'acte sanguinaire sur une psyché de l'enfant? Quelles empreintes psychiques laisse la vision du sang? Quelle trace engendre la sensorimotricité? Quelle sera la régulation psychique chez des enfants confrontés à la réalisation de l'événement imaginaire, joué au cow-boy de western, et donc la réalisation de l'événement imaginaire au court-circuit du fantasme et de l'acte, donc à la confusion entre fiction et réalité. On se souvient de ce passage dans l'Iliade d'Homère. Avant de partir affronter Achille, Hector prend un moment son fils dans ses bras et l'embrasse avant de le rendre à sa mère. Une manière de dire « la guerre est entre les adultes ». L'enfant, parce qu'il est l'avenir ou le devenir de l'humanité, est à préserver. Or, dans l'état de Daesh, on a compté 300 000 enfants soldats, enrôlés, endoctrinés par des tortionnaires dont la décharge était le mode prévalent de la régulation psychique. Ils devenaient, ces enfants, eux-mêmes des bourreaux. Nous posons cette question fort complexe: quelle représentation possible pour un acte commis
pour le vouloir de l'autre, mais que j'ai accompli. Comment donc oser parler de l'enfance face à ce qui écrase même les capacités psychiques de l'adulte? Et quel avenir pour ces enfants qui ont vécu l'excitation ravageante qui court-circuite la mentalisation et pulvérise la fantasmatisation? Quel devenir lorsque la culpabilité oedipienne inconsciente est écrasée par l'acte d'avoir envoyé des innocents vers le néant? Et quelle survie psychique pour ceux qui, de la tendre enfance, ont été propulsés vers un avenir où l'on tue pour tuer, hors toute sanction, impunément, parce que le meurtre a été rendu possible. Quel avenir pour ces enfants qui ont côtoyé les expressions extrêmes de la pulsion de mort? Quel impact la diffusion des scènes sexuelles mêlées aux scènes de violence a-t-il sur des enfants et des adolescents déjà fragiles par leur adolescence? Et quelles traces ont laissé les scènes d'un pur réel de destructivité légitimées par un discours sur le bien en l'absence d'un tiers régulateur, donc sur une psyché humaine encore frêle? Et quel héritage? Vie mutilée, disait Brecht au sujet de l'exil. Mais la question que je me pose, c'est existe-t-il un exil plus radical que l'arrachement de l'enfant à son enfance, que son expulsion hors la tendresse humaine? Et je me dis, même à Kaboul, même les cerfs-volants sont orphelins. Dans son travail sur l'inceste et l'incestuel, Racamier, au sujet de l'abus narcissique, écrit: l'adulte a imposé son propre narcissisme au détriment de celui de l'enfant. La séduction aura été radicalement gauchie. Le narcissisme du pervers qui se fait de plus en plus contraignant rencontre celui de l'enfant qui devient de plus en plus assujetti. Alors ne s'agirait-il pas chez le pervers de ce que Racamier a nommé fantasme d'agglomération et fantasme de transpercement? Le premier correspond au désir de former avec l'objet un noyau compact indissociable. C'est ainsi que le sujet se voit et se veut, en son fort intérieur comme avec son objet. Il ressemble en plus fort au fantasme de peau commune. Quant au second, il répond au vœu de violer l'intimité corporelle et psychique de l'objet. Il s'agit d'envahir, de pénétrer, de faire effraction et par conséquent, il ne s'agit que de prise et d'emprise. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, la cruauté perverse, donc de l'adulte, va amener la cruauté primaire à s'affranchir de la modalité organisatrice. Elle va la trouer et la désorganiser. Il s'agit en fait d'une intoxication de la cruauté primaire par ce qui la dépasse, à savoir la cruauté destructrice. La confusion de langue, comme dirait Ferenczi, est dans cette subversion de la cruauté primaire et la pulsion de subir une transformation qui casse son devenir. Elle est elle-même effractée par le fantasme d'agglomération de l'adulte qui lui impose les formes les plus extrêmes de la destructivité que l'enfant ignore à cet âge-là. Les cerfs-volants de Kaboul, je ne sais pas si vous connaissez ce texte de Khalid Hosseini, montrent que le divertissement est une des figures de la cruauté perverse. Le taliban choisit des petites filles ou des petits garçons qui sont réduits à des objets sexuels. L'orphelinat n'est plus un abri, mais devient synonyme de désabri. C'est là où les gens de Kaboul, enfin les talibans, prennent leurs victimes. Comme dans le conte de Hansel et Gretel, l'enfant n'est nourri que pour être dévoré. Aussi les enfants regardent-ils l'arrivée de chaque étranger comme un violeur. On apprend au petit garçon qui échoue dans ses madrasas, donc ces écoles coraniques, à danser comme une danseuse professionnelle. L'enfant devient ce qu'on l'on veut de lui, s'exécute à merveille. Devant le regard esthète du taliban,
il s'identifie à l'agresseur dans une peur qui rappelle ce passage fort célèbre de Ferenczi. Lorsque la peur atteint son point culminant, elle oblige l'enfant à se soumettre automatiquement à la volonté de l'agresseur, à deviner le moindre de ses gestes, de ses désirs, à obéir en s'oubliant complètement et à s'identifier totalement à l'agresseur. Donc, qui opte pour un scénario sadien, c'est-à-dire salir. L'enfant et l'enfance est ainsi souillée, devient comme un déchet accablé par la honte. Cet enfant est violé par celui-là même qui prend de la charia et la bonne voie. Celui qui condamne à la lapidation la femme adultère bafoue la loi de l'enfance au vu et au su de tout le monde. Régnant seul sur ce monde, dans l'arène du monde ou la jungle du monde, son emprise et son cynisme sont absolus. À l'instar de Dieu, dans son effusion narcissique, il peut donner la mort ou permettre encore la vie. Mais quelle vie! Le Daeshi, celui qui appartient à Daesh, comme le Taliban, et à l'instar de Papa le Bon dans le livre de Koruma, Dieu n'est pas obligé, Allah n'est pas obligé, donc vise la désobjectivation, l'attaque de l'altérité et le noyau de résistance humaine. Dans sa toute-puissance, il frappe, vole, viole, lapide, brûle, éventre, terrorise, tue, extermine yazidites, chiites, mécréants, visant le sentiment d'appartenance aussi bien que l'identité de chacune et de chacun. Il désire l'extermination de ce que Deleuze a nommé la structure autrui. Vie mutilée, donc je disais, et j'ai répété cette question, je répète cette question, existe-t-il un exil plus radical que l'arrachement de l'enfant à l'enfance, que son exclusion hors la tendresse humaine? Ces enfants, lorsqu'ils échappent à Daesh ou aux talibans, lorsqu'ils ne sont pas été tués par des bombes ou enterrés sous les décombres, lorsqu'ils n'ont pas été engloutis par la mer, qui, la Méditerranée, est devenue le cimetière marin, lorsqu'ils sont des rescapés, des canaux de fortune ou d'infortune, lorsqu'ils arrivent sur la terre ferme et traversent à pied des kilomètres et des kilomètres cherchant un droit d'asile, peuvent connaître encore des destins funestes. En octobre 2016, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés exprime son inquiétude au sujet des enfants. Les enfants réfugiés et migrants se déplaçant en Europe courent de plus en plus de grands risques de violence et d'abus, abus de toutes sortes, y compris de violences sexuelles, en particulier dans des sites d'accueil surpeuplés ou dans des nombreux endroits où les réfugiés et les migrants se rassemblent comme les parcs, les gares, les stations de bus et les routes, déclare le porte-parole Melissa Fleming lors d'une conférence à Genève. D'après les témoignages et les rapports que nous avons reçus, il y a eu des cas d'enfants se livrant à la prostitution de survie pour payer les passeurs afin de poursuivre leur voyage, soit parce qu'ils ont épuisé leur argent, soit parce qu'on leur a tout volé. Parmi les enfants qui sont arrivés en Europe, beaucoup ont disparu. Déjà en 2015, 1 million de migrants et réfugiés seraient arrivés en France. Aujourd'hui, on compte plus de 10 000 mineurs disparus, venant de plusieurs pays, Syrie surtout et Afghanistan. On déplore un manque de coopération entre les États européens qui faciliterait la tâche à des réseaux mafieux. Les ONG parlent de crimes organisés. On parle, donc Olivier Perroux, que je cite, auteur de La traite des êtres humains dans des situations de conflit, fait la distinction entre les réseaux des passeurs et celui des formes d'exploitation individuelle moins structurées. Amnesty International
parle de trafic même d'organes, d'exploitation sexuelle, de proie facile à des trafiquants ou à des pédophiles ou à des psychopathes lorsqu'ils ne sont pas exploités comme main-d'œuvre dans des ateliers clandestins de confection. Donc, une sorte d'esclavage. C'est une phase très obscure de la crise des migrants en Allemagne. La question est d'autant plus sensible en Allemagne qu'en octobre 2015, un fait divers avait choqué tout le pays. Un jeune réfugié de 4 ans avait été enlevé juste devant un bâtiment des services sociaux à Berlin et son corps mutilé a été retrouvé plusieurs semaines après sa disparition. On leur a tout volé, disait justement Melissa Fleming. Donc, pour terminer, je dirais, ceux dont l'enfance a été mutilée nous invitent à réfléchir sur comment mieux construire nos systèmes de pensée et notre solidarité. Ceux dont l'enfance a été volée nous invitent à revoir notre sensibilité d'humain et nos responsabilités. Ceux qui sont privés de rêve nous invitent à plaider pour le rêve, le conte, le fantasme, l'imaginaire et la capacité mémoriale du récit, car en effet, on leur a tout volé. Je vous remercie. ميرسي بوكو دكتور حورية. يعني بوقته الموضوع خاصة بمجتمعاتنا يعني العربية وبلبنان عنا تخوف دائم من الفئات الشبابية المهمشة اللي هي ممكن تكون أساس لهيدي الحركات. بقى أوكي، نحن فينا ناخد أسئلة أكيد. مين عنده سؤال؟ بروفيسور بسام بونجور. مين عنده سؤال؟ أنا فيني أفتح ميكروفون أو فيني أستقبل السؤال بار إكري يعني بالشات. أوكي، في بس عنا حدا عم يسأل عن كتاب أشبال داعش. الكتاب ما اسمه الكتاب دكتور أشبال داعش؟ لا، الكتاب اسمه Face à la destruction psychanalyse en temps de guerre، يعني اتجاه التدمير، التحليل النفسي أثناء الحرب. وأظن يعني غير أظن بأنه أول كتاب يتعرض لهذه المسألة، مش فقط أشبال داعش ولكن كيف يشتغل، كيف يعمل المحلل النفساني والحرب لم تنتهي بعد. هناك تفجيرات في فرنسا وهناك هذا الشيء الذي سموه الجهاد والهجرة يعني وكلمات كأننا في عصر الرسول أو الخلفاء الراشدين. فالكتاب يتعرض في الحقيقة لهذه المسألة، مسألة الجهاد ومسألة يعني شو هو الجهاد، وكيف واحد مثلا فرنسي يدخل في هذا الجهاد، وكيف واحد مثلا من أصل مغربي أو جزائري أو تونسي يدخل في الجهاد إلى آخره. والقسم الثاني يتعرض إلى أو يتطرق إلى الطريقة اللي أنا اشتغلت فيها مع اللاجئين. كانوا لاجئين بالخصوص من سوريا، ولكن استقبلت لاجئين من العراق ولاجئين من السودان وبعضهم من مصر. يعني بعد هذا ما يسمونه بالربيع العربي أو فشل الربيع العربي أو بداية الخريف أو الشتاء العربي يعني كنت أستقبل كثير من اللاجئين من مختلف الدول التي تتكلم اللغة العربية. كانت آيات عم تسأل إذا الكتاب بيوصف أو il décrit l'environnement psychosocial يلي بيربى فيه الولد ليطلع يصير هيك الأفنير تاعوله، إذا مكتوب الانفيرونمون اللي بيقطع فيه. ما فهمت هبة. أوكي، يعني عم تسأل آيات إذا الكتاب حقراه بالفرنسي فرد مرة. Le livre décrit-il l'environnement psychosocial dans lequel ces enfants ont grandi avant de devenir des machines de guerre? يعني في الحقيقة ce que je dis dans le début, dès l'introduction, j'ai dit bon, d'abord je parle d'un travail qui était éprouvant pour moi,
où des fois j'avais la nausée, des fois j'avais envie de pleurer, des fois j'avais pitié, alors que normalement, dans un travail psychanalytique, on doit éprouver ce qu'on appelle la neutralité. Là, je n'étais absolument pas neutre, je ne pouvais pas être neutre. Ça, c'était la première chose. Et donc, quand, par exemple, j'écoutais les informations, bien sûr que je recevais des vidéos par WhatsApp, par email, etc. Donc, lorsque les jeunes filles kurdes yazidites ont été enlevées pour être vendues, etc., donc j'ai reçu les prix, hein, les prix de chacune, de la plus petite, c'est la plus chère, enfin la plus chère, jusqu'à la plus vieille, donc la moins chère. Donc, bien sûr, je parle de ça. Mais ce qui est quand même, ce qui est très, très important, c'est ce que je disais. Je disais, j'allais dans un pays, pays de dictature, certes, mais les enfants allaient à l'école, les étudiants allaient à l'université, il y a ceux qui allaient au conservatoire, les gens travaillaient, les femmes travaillaient ou restaient à la maison quand elles étaient mères de famille. Le soir, on sortait dans des restaurants et on écoutait la musique, la vie dans sa banalité, dans sa beauté. Donc, c'était vraiment la vie de tout un chacun. Et c'est ça ce qui a été détruit. Bien sûr qu'il y avait la dictature, bien sûr, comme j'allais dire dans beaucoup de pays, mais il y avait une vie et cette vie a cessé. Donc, ce que ces enfants étaient, c'est ce qu'ils racontaient eux-mêmes. Ils allaient à l'école, ils allaient au collège, ils étaient avec leur père, avec leur mère, dans leur environnement, l'environnement de tout un chacun. Mais à un moment donné, donc il y a les villes qui ont commencé à être fermées au monde, l'État islamique qui a occupé quand même un vaste territoire, vraiment euh, vaste territoire, 2 tiers de l'Irak et de la Syrie quand même. Et donc, ces enfants qui avaient un passé d'enfants sont devenus des machines de guerre. Mais la question, c'est vraiment, on doit se soucier de leur avenir. Quel devenir? Donc ça, c'est un début de travail. Aujourd'hui, euh, j'ai des jeunes psychologues qui travaillent avec les enfants rapatriés, mais ce sont encore des tout petits enfants rapatriés, donc avec leur mère. Et on sait que la France a refusé pendant très longtemps de rapatrier, donc ils font ça vraiment au goutte-le-goutte, wahed bouahed. Et donc, c'est vraiment une question extrêmement douloureuse, parce qu'il y a des enfants qui sont mutiques, il y a des enfants qui ne parlent pas, il y a aussi un déchirement, parce que les mères, une fois rapatriées en France, parce que ce sont des Françaises, perdent la garde de leurs enfants. Donc, non seulement que ce sont des enfants qui ont vu l'horreur et qui ont assisté à l'horreur, mais la seule chose qu'ils avaient, c'est-à-dire leur mère, l'ont perdue en France, puisqu'ils sont dans des familles d'accueil. Et donc, c'est vraiment, c'est quelque chose je pense que c'est, il me semble qu'on n'a pas vu ça. Il n'y a pas une guerre qui a donné ses enfants soldats comme aujourd'hui. Mais quand je dis aujourd'hui, là j'ai sauté. Il y a aussi le Libéria. Il y a les enfants soldats en Afrique aussi, endoctrinés de la même manière, propulsés dans un monde de crimes, de violences, de vols, de viols. C'est vraiment quelque chose d'atroce. فاجعة فاجعة بكل معنى الكلمة. كمان دكتور حورية، يعني هيدي الحركات مثل داعش وغيره صحيح هي حركات دينية، ولكن متطرفة وتحت هيدي الشعائر الدينية، ولكن تستهدف البيئات يلي عندها فقر. يعني كمان نحن كل ما بنشوف بيئة فيها فقر وما في علم، ما في مقومات الحياة، هونيك بتكبر وبتكتر. يعني نحن بلبنان مثلا عنا تخوف من هيدي الحركات تتزايد، خاصة بهيدا الوضع اللي عنا انحدار أخلاقي وتربوي وعلمي وثقافي، وما في مصاري، ما في ماديات. هون بتربى هيدي حتى لو هي دينية، حركات دينية، ولكن تستهدف هيدي الفئات، لأنه بالأساس هي لا دينية ولا خاصة بالدين. يعني إذا بدنا نحكي فعليا،
يا جماعة عملوا صور من فضلكم والله يعني فعلًا أريد أن أراهم. نشوفهم. آمم أوكي، هي جميل. فعلًا يعني أتمنى أن يُنشر الكتاب بالعربية، لأن هذه الأشياء فعلًا تطرقت إليها. آآ هم في البداية قالوا بأن جميع المتطرفين كانوا أولاد la banlieue، يعني la banlieue يعني comme les bidonvilles، يعني هاد ضواحي باريس، ويعني محلات الفقر ومحلات تهميش أولاد الجالية المغربية أو أولاد العرب إلى آخره. هذه ربما كانت في البداية، ربما كانت في البداية، وأنا يعني ما ممكن أتكلم إلا على فرنسا لأني عايشت الأشياء وشفتها. ولو أني الآن وأنا راجعة من مصر شفت بأن هذه الحركات الدينية فعلا يعني متفشية مثل الخلايا السرطان في الأحياء الفقيرة، هذه فعلا. ولكن يعني ل- 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 l'explication sociologique، يعني الشرح الاجتماعي ما غيكون صحيح 100%، يعني فقط شرح اجتماعي. هي يعني il y a plusieurs éléments، il y a l'élément psychologique, il y a l'élément historique, la question de la colonisation يعني ou la revanche, parce que quand on dit la colonisation, c'est pas simplement la France a colonisé le Maroc ou a colonisé l'Algérie ou a colonisé l'Algérie plus que le Maroc parce que le Maroc était un protectorat et pas l'Algérie. C'est plus que ça. C'est vraiment aussi l'image des pères qui sont des pères qui ne correspondent pas à la grandeur, à la force. Ce sont des pères vraiment démunis dans les banlieues. Donc il y a cette question aussi qu'il faudrait voir de point de vue aussi psychologique. Mais en même temps, l'Occident se joue du monde arabe. وبالشرق الأوسط يعني ça on l'oublie. مثلا نعطي مثال، كاينة هذه بريطانيا داهية، يعني on a vu ce que Tony Blair a fait pour détruire l'Irak. Il a inventé أسلحة الدمار الشامل و il a vraiment inventé beaucoup de choses pour détruire l'Irak. Mais avant Tony Blair, tout au début du XXe siècle, بريطانيا خلقت القومية العربية حتى تقضي على العثمانيين والحكم العثماني والانتداب العثماني. ولما قضوا على الانتداب العثماني خلقوا الإخوان المسلمين حتى يقضوا على القومية العربية. فكذلك هي لعبة كذلك استراتيجية وسياسية واجتماعية واقتصادية وإلى آخره. فقط لمهم كذلك وعلينا ألا ننساه وهو العامل كذلك البسيكولوجي. مثلا روبورتاجات هنا شفناها في أختي حول مراهقين فرنسيين عايشين يعني مع أبوهم وأمهم وعايشين حياة يعني رغيدة في بعض الأحيان une vie vraiment riche، ما عندهم فقر، ما عندهم جوع إلى آخره، من أب فرنسي وأم فرنسية وراحوا عملوا الجهاد في سوريا. كذلك مسألة المراهقة ou la vulnérabilité de l'adolescence et toute la crise aussi de l'adolescence et qui épouse un idéal. Mais ce qui est très très intéressant, c'est comment l'عنف, la violence devient un idéal. Ça, c'est la vraie question. Comment la violence devient un idéal dans un moment aussi qui est gouverné par le numérique. Le mythe a déserté le monde et il n'y a que la technologie aussi. Donc, c'est multifactoriel. C'est multifactoriel. La misère toute seule n'est pas capable de créer un phénomène comme Daesh. الناس الداعشيين كانوا في سجون أمريكية. يعني il faut pas vraiment oublier tout ça. C'est العامل
السياسي والاستراتيجي والاقتصادي واجتماعي وتاريخي وبسيكولوجي، يعني هي متشعبة. عندنا سؤال كتير تكرر، إذا في شو بالنسبة لإعادة التأهيل، كيف فينا نشتغل مع الأطفال نعمل لهم ريابيليتاسيون إذا في دي بروجرام بتكون منيحة عم تنفع، لأنه كيف فينا نشتغل معهم؟ كيف فينا نشتغل معهم؟ يعني déjà les arracher à un monde de la violence, c'est déjà quelque chose de très important. Et les psychologues qui travaillent avec les enfants disent qu'elles ont du mal à travailler avec les enfants parce qu'il y a des enfants qui sont complètement mutiques, il y a des enfants terrorisés, il y a des enfants qui sont complètement fermés, mais ce qui est très important aussi, c'est là où la psychanalyse joue vraiment un rôle très important, c'est qu'il y a aussi tous les enfants ne sont pas complètement détruits. Il y a des résistances, des noyaux chez des enfants, aussi de résistance. Donc, il y a des enfants qui ont résisté et qui peuvent donner quelque chose de pas négatif. Mais je pense que c'est une question très difficile. Je pense arracher à la violence, premièrement, et deuxièmement, un véritable soutien thérapeutique. Maintenant, يعني التحليل النفسي, c'est ça la question يعني très importante par rapport à votre thème, le monde de demain, ou quel monde hein, pour demain. La question c'est que dans la psychanalyse, on part à partir d'un symptôme et on essaie de délier les choses. Mais le psychanalyste n'est pas un prophète. Il n'a pas une parole d'oracle. Il ne peut pas dire ça sera comme ça dans quelques années. On ne sait pas. Ça peut déboucher sur la sublimation. Quelqu'un qui devient comme Khalid Hosseini, qui a vécu la violence et qui a vu la violence en Afghanistan et qui est devenu écrivain, comme quelqu'un peut être complètement dans un conflit psychique ou détruit, ou on ne peut pas savoir. Par contre, je pense, et c'est là où j'ai parlé de solidarité, je pense qu'on ne peut pas laisser ces enfants-là, et les États ont une responsabilité vis-à-vis non seulement de ces enfants, mais vis-à-vis du concept de l'enfance. Yani, c'est pas rien aujourd'hui que de dire il y a une charte qui s'appelle les droits de l'enfant. بس نحن دكتور حورية كمان المفروض نكون نوعا ما عنا فكرة عن إذا بدك كيف نعمل بريفنسيون، يعني كيف نقدر يعني مثلا قريت هلا كومنت من بروفيسور بسام عم بيقول إنه كمان التجمعات الجهادية توفر فسحة للكثيرين لملء فراغ مهم في حياة الأفراد خاصة بمجتمعاتنا، ويقول أعتقد أن النفعية متبادلة بين المنظمات وأعضائها. يعني عندنا كتير أفكار، يعني نحن المفروض يكون عندنا خلفية لنقدر نعمل بريفنسيون، لما نوصل لمطرح نضطر نعمل ريابيليتاسيون نعمل بريفنسيون. بعتقد يمكن أفضل نعمل بريفنسيون، ما بعرف شو الطريقة بعد بس طبعا ولكن la prévention يا هبة ويا بسام، la prévention ما ممكن تكون إلا إذا كانت الدولة مساهمة في la prévention. يعني أنا مثلا نعمل prévention لوحدي ما ممكن، لازم الدولة تشارك وتتضامن معي تفتح مجالات وآفاق اجتماعية نفسانية وتربوية عشان تكون لا بريفونسيون. يعني هذا هو المشكل. فاحنا كنشوفوا بأن الدولة كذلك
غير موجودة، هذا لو تيير غير موجود. فقط يعني الشيء اللي هو مهم واللي علينا أن نحلّله من قبل لمّا كان الفقر وكان يعني فقط نقرأ كتب نجيب محفوظ إذا يعني أردنا، لمّا كان الفقر وكان وكان الأمية وكان إلى آخره، ناس كانوا يذهبون إلى الاتحاد الاشتراكي أو الأحزاب الشيوعية، كان هناك يسار عربي، فكيف مات كذلك اليسار العربي؟ هذا سؤال، يعني هناك أسئلة وهنا أظن بأن التحليل النفسي آآ ما ممكن يستغنى عن التاريخ وعن السياسة، يعني يظل يعني آآ الأشياء متشابكة، فكيف مات اليسار العربي؟ فمثلًا لمّا أقرأ كتب نجيب محفوظ، صنع الله إبراهيم، نوال السعداوي، هدى الشعراوي إلى آخره، كان هناك تقدُّم، كيف هالتقدُّم كلّه راح وحل محله أبشع 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 cruauté cruauté ما عارفة يعني العنف cruauté لازمنا مصطلحات cruauté. أوكي رح ولكن بسأل. يعني أكرر بأن وهذه يعني هذه أشياء تحدثنا فيها كتير مع أدونيس، الشخص لوحده يعني ممكن يكون مساهم في تطور مجتمع، ولكن إذا لم تسانده الدولة والمؤسسات الاجتماعية والتربوية والحكومية إلى آخره، يعني صعب. يعني ما حيمشي الحال من الآخر. آآ ربما ما يفشل ولكن لن يعطي الثمار التي نريدها. لكن كيف مات اليسار العربي؟ كيف مات هيدا اليسار العربي؟ هيدا إيه، هيدا موضوع كتير مهم. إمم. لم يمت بيقول دكتور بسام، لم يمت. آه. أوكي رح آخُد آخر سؤال. آخر سؤال لأني فعلًا ميتة من التعب، ما نمت أبدًا. يعطيكِ ألف عافية. يعطيك ألف عافية دكتور، منقدّر طبعًا. آخر سؤال مارلين بتقول: d'où vient cette fragilité et vulnérabilité du monde arabe؟ لأن برأيك. لأن حكمينه حمير. حكمينه حمير وهو وهو مثل الخرفان. يعني فعلًا أنا شوية صعبة مع العالم العربي، ولكن أنا عربية، يعني مثل قطعان أو قطعان من الخرفان يقودهم حمار، هذا هو العالم العربي، مع احترامنا لكل الحيوانات أكيد يعني. مع احترامنا لكل الحيوانات بطبيعة الحال. فالعالم العربي أنا يعني كنشوفه قُلت لكم يعني حتى يخرجوا العثمانيين، اخترع البريطانيون هذه القومية العربية. ومن بعد ما ظهرت القومية العربية وراحوا العثمانيون خلقوا الأحزاب الإسلامية، ففعلًا تلاعب بالعالم العربي. وفي آخر كتابي يعني آخر جملة كانت فعلًا جملة كتير، كتير صعبة، يعني أنا بنفسي يعني أقولها بكل حزن، أقول بأن الناس البشر المناضلون الذين أعطوا حياتهم يعني فداءً وكانوا يطمعون في الحرية وفي الديمقراطية، يعني ما كانوا يتصوروا في يوم من الأيام بأن العالم العربي غيصير هيك. يعني واحد ناضل في لبنان أو في مصر أو في المغرب أو في سوريا أو في العراق إلى آخره، ما كان يتصور بأن الدمار سيحل بالعالم العربي عندما نرى الآن يعني العراق، ونرى يعني شو صار في سوريا، ونرى ليبيا يعني تباع فيها البشر وتشترى. ولما كنشوفوا الحالة يعني لبنان حالة صعبة، كنشوفوا يعني الجزائر صارت إسلامية
متطرفة. يعني لما أقول الجزائر مش الأشخاص البشر، يعني أتكلم عن الحكومة إلى آخره. ففعلا واحد من الستينات أو حتى السبعينات أو الثمانينات اللي كان عنده نضال كان يعني فعلا يخجل لو رجع وشاف يعني حالة العالم العربي الآن. ففعلا حالة مزرية. ولكن إحنا عندنا حب السلطة. فحب السلطة، وكل رئيس عندما يأخذ الحكم لا يرى نفسه رئيسا ولكن ملكا أو إمبراطور. فلما نقرأ مثلا هذه الحرافيش لنجيب محفوظ، أو المصريين يقولون نجيب محفوظ، هذه الحرافيش فعلا هي ملحمة. يقول نجيب محفوظ يروح عمدة ويجي عمدة وكأن شيء لم يتغير، يعني تروح سلطة وتيجي سلطة. يعني هذه فعلا d'où vient la fragilité du monde arabe? Elle vient, à mon sens, de son incapacité à créer une société civile. ما عندنا société civile. هذا 100%. هو مشكلتنا أولاً وأخيراً. On n'a pas de société civile. Et comme on n'a pas de société civile, un discours démocratique n'a pas vu le jour. شو هو un discours démocratique؟ أنا ما عندي ولا شيء ضد أهل الدين، ولكن le discours démocratique أن الشيوعي والاشتراكي والرأسمالي والديني كلهم يكونوا مع بعض ويتناقشوا مع بعض من دون أن يقتل الواحد الآخر. أتذكر هذه الجملة قريتها عند طه حسين، قال لك مثلا في أوروبا عندما نريد أن نعرف بالفاعل والمفعول به نقول أكل الولد تفاحة، عند العرب ضرب زيد عمرا. فيعني يعني عندنا سياسة العنف. أظن لازمنا يعني أن أقول لكم يعني في حسب رأيي لأن الآراء تختلف. Notre problème, c'est qu'on n'arrive absolument pas à regarder en face notre histoire. Ça, on n'arrive pas. Et tant qu'on n'arrive pas à regarder en face notre histoire, on ne peut pas transformer en quelque chose qui s'appelle un avenir ensemble. هذه مسألة. ثانياً عندنا العصبيات القبلية. يعني العصبيات القبلية موجودة واستغلت العصبيات القبلية. فمثلاً بيت فلان وبيت فلان وبيت فلان هذا نوع من القبلية. أنا كنت كنروح كثير من سوريا وأسمع بيت فلان وبيت فلان وبيت فلان وبيت فلان. يعني ولحد الآن هذا يظل الإنسان مثلا لما كنت أروح من سوريا يا إما كردي يا إما عربي يا إما شيعي يا إما سني يا إما إلى آخره. ما هو مواطن؟ هذا هو المشكل. وحتى في لبنان عندكم هذا المشكل. نحن أساس المشكل بلبنان هيدا يعني خلق لا سوسيتي سيفيل عجزنا عنها. وقال لي صديق هذا اللي أخذت لوحته من الكتاب، قال لي جميع الإيديولوجيات تكسرت في العالم العربي، لازم الواحد يحلل هالظاهرة. قال لي ما ربحت عندنا لا اشتراكية ولا شيوعية ولا رأسمالية ولا دين حنيف، يعني طلعت داعش. فيعني فعلا أظن بأننا يعني أتذكر كلمة سانت إكزوبيري nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. حلو كتير. فهادش يعني عشان أولادنا لازم يعني فعلا نخلقوا دولة علمانية une société civile. وهاد خلق دولة علمانية لا تكون إلا بمراجعة
كتابة التاريخ اللي هو كله تاريخ عنف في الحقيقة. نحن تعلمنا منك دكتور حورية بحيلا شغلة بدنا نشتغلها، بدنا نطلع للتاريخ وبدنا نرجع لورا، وهي شغلة جدا مهمة. ويعطيك ألف عافية. محاضرة ما بينشبع منها، بتمد ساعات وساعات، بس نحن ما حنتعبك. يعطيك ألف عافية، بنلتقى قريبا. على بروشان دكتور مع حورية. السلامة. ميرسي كثير، ميرسي كثير ميرسي دكتورة. أقبلكما بحرارة وأقبل نحن كمان. الجميع. وميغاي، à bientôt.